arbre de la forêt. Vous connaissez mon âme, disait Victor Hugo. Je vous emmène dans notre monde, celui dont on ne pourra jamais enlever la beauté. Les métiers du bois existent pour que les personnes puissent vivre en harmonie dans un environnement où le vivant est respecté. Quand j'ai commencé, il y a plus de 45 ans, le bois, matériau séculaire qu'on utilise depuis l'âge des lacustres, n'était plus au goût du jour pour beaucoup, voire passé de mode. Pourtant, un jour pas fait comme tous les autres, je comprends que le bois est vivant. Un arbre traverse ses printemps, ses étés, ses automnes et ses hivers. Et comme pour chaque être, il doit à un moment céder sa place. Il est noble, il sent bon. Il émane de lui une vibration éminemment positive. Je transforme un matériau qui a vécu, qui a grandi, qui a souffert aussi. Je l'aime, je le respecte et je transmets ce message aux personnes qui le travaillent et à celles qui vont l'accueillir auprès d'elles. Je mets tout en œuvre pour honorer le cycle de notre prima materia. Les compagnons du devoir avaient une citation merveilleuse quand ils bâtissaient les cathédrales. Ils l'ont gravée sur le tympan de nombreuses abbatiales médiévales. La main est esprit. Simplement exprimé, quand la main se relie à la tête et au cœur, l'œuvre d'art devient possible. Le sommet mondial de Rio coïncide quasiment avec l'ouverture du bureau d'ingénieurs et designers du bois Charpente Concept au début des années 90, l'instant d'une prise de conscience non égoïste de l'avenir. Cette conférence des Nations Unies sur l'environnement élabore le postulat du développement durable. Il nous dit de tendre vers un subtil équilibre entre trois principes: une économie performante, une société solidaire et un environnement protégé. Dans notre monde, nous sommes dans une énergie de transformation. Et la transformation fractionne, alors que nous pourrions être dans une énergie de transmutation qui, elle, unifie. Nous devrions tendre vers l'unité, mais nous sommes englués dans cette dynamique matérialiste. Malheureusement, à force de transformer et de fractionner, l'humanité finit par fabriquer des déchets qui ne sont pas recyclables. N'oublions pas, nous n'héritons pas la terre de nos pères, mais nous l'empruntons à nos enfants. La malice de la vie fait que 10 ans après le sommet de Rio et de nombreuses péripéties, nous réalisons le Palais de l'Équilibre pour l'Exposition nationale suisse. Ce projet nous apprend beaucoup sur la manière de transmettre le message du développement durable. Entre le discours plutôt élitiste du sommet de Rio et la diffusion de ce concept pour le plus grand nombre, le Palais de l'Équilibre est une passerelle reliant la théorie initiale et les plus de 2 millions de personnes qui l'ont visité à Neuchâtel. Sa conception se révèle un vrai défi professionnel pour tous les acteurs de la filière du bois. Un immense défi statique, un immense défi technique en matière d'assemblage, un immense défi de taille du bois et finalement un immense défi de géométrie descriptive, ce que l'on appelle l'art du trait chez les charpentiers. Il y a tous les ingrédients dans ce projet fou. Encore fallait-il qu'il devienne vraiment durable après l'exposition nationale. Tous ensemble, nous avons réussi à le reconstruire au CERN à Genève.
C'est la première fois qu'on entend parler de développement durable, en fait. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils veulent? On était encore dans une société de consommation. Rien ne devait rester. L'écologie, à l'époque, c'était on fait un truc et ça disparaît. Puis aujourd'hui, on construit et on le rend durable ou on déconstruit, on en refait quelque chose. Ça ne pouvait pas être éphémère. Parce que la réalisation, précisément, du globe à Neuchâtel, dans le cadre de l'exposition nationale, c'était une étape fondamentale par rapport précisément aux composantes du développement durable. On peut promouvoir le bois en montrant des réalisations diverses et variées qui sont très belles, mais celle-ci est unique, elle est hors norme, elle est vraiment hors norme. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que fait, les gens ils viennent, quand ils voient le globe, déjà comme ça ils sont un petit peu étonnés, puis une fois qu'ils sont dedans, ils veulent plus partir. C'est l'effet du quand globe. Ils rentrent aussi, il y a l'effet waouh. Quand les gens viennent pour quelque chose de très orienté sur la technologie, ils ne peuvent pas ne pas lever les yeux. Ils ne peuvent pas se dire « Ah, le fameux « c'est répétitif, en effet. C'est toujours une belle émotion de revenir ici, ça c'est vrai, d'être, se retrouver. Je suis toujours projetée du temps où on a fait l'expo, où on s'est retrouvés après toutes ces études qu'on a fait en amont, tout ce qu'on a traversé comme difficulté, où il a fallu vraiment s'accrocher. Et le jour de l'inauguration, ça m'émeut encore maintenant de se retrouver dans ce palais, dans ce globe, avec cette immensité. Quand on arrive ici en haut, ça fait waouh, effectivement. Et aujourd'hui, c'est toujours la même émotion qui passe. Comme on le dit souvent, à l'époque on ne savait pas comment on le faisait et aujourd'hui on est capable de le faire et on pourrait le reproduire. Toute cette technique employée et toute cette énergie qu'on a mis, on peut la reproduire sur nos autres projets. En 1992, à Rio, c'était conceptuel. En 2002, notre mission était de l'expliquer au plus grand nombre. Est-ce que cela a changé la perception du monde pour les gens qui l'ont visité? Je pense que ce serait trop égocentrique de dire que le Palais de l'Équilibre a transformé l'histoire de la Suisse. Mais il y a des petites graines qui ont été plantées à ce moment-là. Une prise de conscience aussi pour nous. Ça, c'est incontestable. Quand vous êtes maître charpentier, vous êtes initié tout au long de vos études à la géométrie des anciens bâtisseurs, celle que l'on pourrait appeler la géométrie descriptive d'aujourd'hui. Il nommait cette géométrie opérative l'art du trait. Nous demeurons dépositaires de cette connaissance, puisque cette technique de dessin, même avec les ordinateurs, est encore utilisée de nos jours, surtout par les compagnons et les maîtres charpentiers. Pour réaliser un chef-d'œuvre, on relie le trait à la géométrie sacrée. C'est la maîtrise de la ligne dans l'espace, associée au fameux nombre d'or, qui est l'étalonnage de la beauté. Les plus anciennes réalisations, comme les pyramides d'Égypte, en passant par le Parthénon à Athènes, ou plus récemment, les cathédrales de l'art ogival à l'époque médiévale, ont été édifiées avec ce savoir. Très concrètement, un rectangle d'or, c'est une mesure d'1 mètre dans un sens, multipliée par 1,618 mètres dans l'autre. C'est le principe qui détermine la divine proportion. Lorsque l'on conçoit un édifice en 3 dimensions, intégrant l'art du trait et le nombre d'or, on crée un ouvrage en harmonie avec son environnement. Quand vous entrez dans un monument érigé avec ces proportions-là, il se passe vraiment quelque chose. Et cela s'amplifie encore lorsqu'il est construit avec un matériau vivant, le bois.
J'ai été approché par Thomas tout au début, avec qui on collabore assez régulièrement, et il m'a dit « J'ai un projet super pour toi, tu verras, c'est une construction qui doit se faire dans la géométrie sacrée, dans la plus pure tradition. » On a eu, Thomas et moi, beaucoup de synergie, beaucoup de complémentarité dans ces connaissances qu'on a sur la géométrie sacrée, et on a pu compléter et vraiment harmoniser ou allier nos forces pour arriver à ce résultat. Solange a participé énormément à cette petite finesse aussi qui fait qu'on a fait ce que j'aime faire, c'est travailler ensemble. On est maintenant sur un carré dans la salle de 10 mètres par 10 mètres. Donc c'est tout le bâtiment qui fait rectangle d'or et la salle est posée sur un carré. Ça marche très très bien. On lui a donné toutes les possibilités à cette salle. Elle a la lumière, elle a l'énergie, elle a l'espace, elle peut loger du monde. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le yoga, c'est un prétexte. Ce qui est intéressant dans ce prétexte-là, c'est que ceux qui pratiquent le yoga, il y a une recherche de développement personnel. Et c'est ça qui est mis en avant par le bâtiment, c'est qu'on va chercher à se développer et l'architecture va pousser ou soutenir ou encore faciliter le travail intérieur. Le rôle de l'architecte, c'est de faire un espace où les habitants se sentent bien et à l'aise. Et dans ce sens-là, on a cette responsabilité de faire des espaces qui soient harmonieux. Tout peut être vécu plus profondément. La limite, on pourrait faire n'importe quel art là-dedans. On va d'ailleurs y faire des concerts, des cours de musique, et je ne sais même pas ce qu'on va encore y faire, parce que c'est la salle qui va nous guider finalement. Vivez joyeux, nous dit Rabelais. C'est le secret de la vie. Et le nôtre, c'est la joie de créer. Après toutes ces années, j'ose vous dire mon ressenti. Manifestement, la divine proportion associée à la mesure, la coudée royale et la combinaison régulatrice du cosmos. Construire un habitat en bois, réellement en concordance avec notre monde, n'est pas plus onéreux. C'est juste une question de maîtrise de nos métiers. Puisqu'il est démontré que l'ADN de l'être humain en angstrom est proportionné au nombre d'or, si je construis à mon image, je vais vivre en pleine harmonie et en bonne santé sur notre planète. Finalement, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la technique? Par ignorance, on a de la peine à faire la différence entre les deux. Dans les écoles de l'Antiquité, les branches enseignées s'appelaient les 7 arts libéraux. On y retrouvait la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Quand Léonard de Vinci dessine un tableau comme la Joconde ou la Sainte Seine, il trace d'abord de la géométrie, et qui plus est, de la géométrie sacrée. Vous ne pouvez pas dessiner la Joconde sans avoir la maîtrise technique de la peinture, la connaissance du secret des couleurs et la préparation du fond. Puis, il y a le coup de pinceau génial du maître, celui qui inscrit l'énigmatique sourire dans l'éternité. Pour y parvenir, il faut répéter des milliers de fois le geste, jusqu'à l'instant où il précède la pensée. Ce qui est passionnant aussi, c'est qu'en termes de savoir, plus la science invente des éléments, plus elle en oublie. Je compare cela à un bateau qui navigue sur l'océan. Il avance vers un but, mais il s'éloigne tout autant du rivage d'où il est parti. Un des enseignements bouddhiques dit « pas de gain sans perte ». Tout simplement, chaque cause induit un effet et tout effet engendre inévitablement une nouvelle cause. C'est universel et cosmique.
Dans ma représentation d'un futur lumineux, je ne peux plus envisager de concevoir ou de bâtir un ouvrage sans spiritualité. Rien de religieux, la spiritualité au sens de l'esprit des choses, injecter du spiritus dans ce que l'on accomplit. Pour que cela fonctionne, il faut que le corps, l'émotion et le mental travaillent ensemble à part égale. C'est ça la condition d'équilibre qui exprime l'art véritable. Pour les bâtisseurs, un pont, c'est symbolique, parce qu'un pont relie les humains. Soit un fleuve nous sépare, soit je construis un pont et nous rapproche. C'est pour cela que j'apprécie particulièrement la citation d'Isaac Newton. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Il y a la passerelle symbolique, où je respecte la vie et chaque être humain tel qu'il est. Puis il y a le pont physique, celui qui me permet de rejoindre la rive opposée à la rencontre des autres. L'intérêt, c'est d'observer le travail des anciens. Les ponts couverts 4 siècles après sont encore présents. Dès lors, le pont n'est plus seulement un franchissement, il est aussi un ouvrage de protection. D'ailleurs, lors de processus périodiques de destruction mutuelle, on coupe les ponts pour garder l'ennemi à distance. C'est un sentiment puissant que d'être mandaté pour concevoir et réaliser un pont. Cette notion humaniste de relier signifie bien lier à nouveau. Énergétiquement ou physiquement, un nouveau lien devient possible. Ces enjeux philosophiques et techniques sont motivants et porteurs de lumière. « 20 ans après le sommet de Rio et 10 ans après le Palais de l'Équilibre, en 2012 se dessine la parfaite application du développement durable au sommet. Là où, aux confins du vertige, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a rien. Il y a par contre un défi technique sans précédent. Comment concevoir une structure en bois qu'il faudra ériger à près de 4000 mètres dans un milieu alpin particulièrement dangereux et hostile ? Il y a une gageure environnementale directe avec la construction du nouveau refuge du Goûter dans le massif du Mont Blanc. Notre mission est alors de le rendre énergétiquement autonome. On l'a donc conceptualisé avec des matériaux biosourcés pour qu'ils produisent assez d'énergie renouvelable dans cet improbable là-haut. Ce projet porte un message puissant. Si on peut réaliser à 3850 mètres d'altitude un bâtiment en bois énergétiquement autonome, plus d'excuses pour ne pas le faire en plaine.
Je vis ici depuis maintenant 3 mois, avec beaucoup de plaisir dans cet endroit assez magique et nouveau. Je crois que les premières impressions quand on est arrivé ici, c'était justement quelque chose de... un ressenti d'un cocon, comme ça, un peu quelque chose de très, très calme, très doux. C'est un projet qui a pris presque 10 ans de développement, je veux dire. On ne construit pas la même chose il y a 10 ans déjà. Mais dans l'ensemble, c'est entreprise locale, matière locale. Et on s'est dit qu'on voulait aussi faire bois avec ça, de mettre du parquet un peu partout. C'est pas qu'on veut faire que bois non plus, mais non. Ça donne, je trouve aussi, ça amène à cet esprit aussi peut-être plus écologique. C'est un projet qui faisait partie intégrante du quotidien pendant presque 8 ans. Puis on y met un peu toute son énergie, après au-delà de la technique, du travail vraiment d'architecte, d'ingénieur, de direction générale de travaux, c'est surtout une grosse aventure humaine. Je dis mais maintenant, il faut trouver c'est quoi la suite. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Les projets sont différents, mais la philosophie est toujours la même, à savoir atteindre l'autonomie énergétique tout en offrant un cadre de vie connecté au vivant. Cette démarche peut s'appliquer à toute réalisation ayant le bois comme source de création. Le développement durable, c'est l'antithèse de la mondialisation. Nous devrions créer des projets qui élèvent l'humain pour qu'il soit en harmonie avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Le bois est précieux, près des cieux. Un arbre énergétiquement se dresse, il est vivant. On le respecte et on en prend soin. C'est la joie de participer à la construction d'un monde meilleur qui m'enthousiasmera jusqu'au bout de ma vie. Elle me conduit à partager avec vous mon point de vue issu d'une vie riche, nourrie de prodigieuses expériences. Arbre de la forêt. Vous connaissez mon âme.